Un nom, parfois, c'est bien plus qu'une simple étiquette. Ça peut être une marque, un symbole, tout un héritage. Mais que se passe-t-il quand l'histoire qui se cache derrière ce nom est encore plus dingue que la personne qui le porte? Aujourd'hui, on plonge dans la saga vraiment surprenante d'un nom que tout le monde pense connaître. Derrière ce nom, qui est devenu une marque mondiale, il y a en fait une histoire qui s'étend sur 4 siècles. C'est une véritable saga, une histoire d'immigration, de survie et de réinvention permanente qui nous balade des vignobles allemands jusqu'aux confins glacés du Canada. Alors, pour vraiment comprendre, il faut qu'on remonte le temps, bien avant les gratte-ciel et les unes des journaux. Il faut aller chercher à la source même de ce nom. Allez, on commence fort avec quelque chose d'assez inattendu. Le nom Trump n'a pas une, mais bien 2 origines complètement différentes en Europe. Alors là, c'est assez fascinant. Ce nom, en fait, il a une double origine. D'un côté, on a une racine allemande, Trumpf, qui veut dire tambour. Ça désignait probablement le métier d'un lointain ancêtre. Et de l'autre, une racine anglaise qui vient du vieux français trompeur et qui veut dire trompettiste. 2 instruments, 2 pays et au final, un seul nom. Et tout commence ici, avec ce nom, Drumpf. C'est le point de départ documenté, le tout premier ancêtre connu de la lignée, dans un petit village de vignerons en Allemagne, au tout début du XVIIe siècle. Bon, alors là, attention, il faut qu'on torde le cou à une idée reçue qui a la vie dure. Non, la famille n'a pas changé de nom en douce en arrivant en Amérique pour le rendre plus chic. En réalité, le passage de Drumpf à Trump, c'est une évolution phonétique toute naturelle qui s'est faite sur plusieurs générations en Allemagne. Donc Friedrich, l'immigrant, celui qui a traversé l'Atlantique, il est bien né avec le nom de Trump. Allez, passons maintenant à l'homme qui a vraiment tout changé. Celui qui a transformé ce simple nom en capitale. Voici l'histoire incroyable de Friedrich Trump. Son parcours, franchement, c'est un vrai roman d'aventure du 19e siècle. Il part de rien à 16 ans, devient barbier à New York, puis il sent le vent tourner et part vers l'ouest. Mais c'est pendant la ruée vers l'or du Klondike qu'il va avoir un vrai coup de génie commercial. Son principe était simple et redoutable. Pourquoi chercher de l'or quand on peut simplement le prendre à ceux qui l'ont déjà trouvé? Regardez cette carte, elle parle d'elle-même, non? On voit bien l'ampleur de son ambition. D'un tout petit village allemand à la côte est américaine, puis la traversée de tout un continent jusqu'à Seattle, et enfin la montée vers les terres glacées du Yukon. Un périple immense, motivé par une seule chose, faire fortune. Et sa stratégie commerciale, c'était un mélange assez incroyable de pragmatisme un peu brutal et de luxe complètement décalé. Il s'installe sur le Dead Horse Trail, une piste tristement célèbre où les bêtes de somme mouraient par milliers. Là, il aurait servi de la viande de cheval aux mineurs affamés. Et puis, juste après, il ouvre un hôtel de luxe au milieu de nulle part, avec du cygne et des huîtres menues. L'endroit proposait aussi de l'alcool et des chambres pour dames, un euphémisme assez clair pour une maison close. Et le mieux dans tout ça, les paiements se faisaient directement en pépites d'or. Bon, avec les poches pleines d'or, Friedrich tente de réaliser son rêve ultime, revenir au pays, en homme riche et respecté. Mais voilà, son passé va le rattraper, et pas qu'un peu. Plus de 500 000 $. C'est la valeur, en monnaie d'aujourd'hui, de ce qu'il ramène en Allemagne en 1901. Largement de quoi épouser son amour de jeunesse et s'installer confortablement. Sauf que l'État bavarois, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Et voilà le document, retrouvé dans les archives allemandes. C'est froid, c'est administratif, et c'est sans appel. La raison officielle? En partant pour l'Amérique à 16 ans, Friedrich a tout simplement oublié de faire son service militaire obligatoire. Pour l'administration, c'est un déserteur. Point final. Alors là, Friedrich tente le tout pour le tout. Il écrit une lettre poignante au souverain de Bavière, une vraie supplique pour sa famille, mais rien à faire. Son appel est rejeté. Et cet exil forcé, c'est un tournant majeur. Ça scelle pour toujours le destin américain de la famille. Franchement, sans ce décret, l'histoire aurait pu être complètement différente. Allez, on retourne aux États-Unis où les générations suivantes vont, elles aussi, devoir s'adapter et remodeler l'identité familiale pour survivre et surtout pour prospérer dans un monde qui change à toute vitesse. Le fils de Friedrich, Fred, grandit à New York. Et dans le contexte de l'après-guerre, avoir des origines allemandes, c'est pas vraiment un atout commercial, surtout dans l'immobilier. Alors Fred invente une nouvelle histoire. Il décide que la famille est suédoise. Un mensonge purement stratégique qui va pourtant durer des décennies. Et cette quête de statut, elle va prendre une tournure assez cocasse, il faut le dire. En achetant un grand domaine en Floride, la famille s'approprie carrément le blason des anciens propriétaires. Leur devise, Integritas, c'est-à-dire intégrité. Le problème, c'est qu'en voulant utiliser ce blason pour un projet de golf en Écosse, il se heurte aux lois très strictes sur les armoiries. On ne peut pas juste prendre le blason de quelqu'un d'autre.
Ils sont donc obligés de repartir de zéro et de créer leur propre blason. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le symbolisme derrière tout ça. On abandonne l'intégrité qui avait été, disons, empruntée pour une toute nouvelle devise, créée sur mesure cette fois, non cam concedere, ce qui veut dire ne jamais abandonner. Et pour le coup, cette philosophie-là, elle colle sans doute beaucoup mieux à leur histoire. Finalement, quand on regarde tout ça, de Drumpf à Trump, de fabricant de tambours à magnat de l'immobilier, d'allemand à suédois puis à américain, toute cette histoire de 4 siècles pose une question assez fondamentale. Est-ce qu'un nom, c'est un héritage qu'on subit, ou est-ce que c'est juste la première page d'une histoire qu'on peut réécrire soi-même ?